La France est une terre d'accueil. Traditionnellement, les nouveaux arrivants se sont toujours fondus à la société française en apportant leurs richesses, leurs différences. Vous allez voir 3 exemples d'une intégration à la française et on va s'apercevoir que ces nouveaux arrivants apportent quelque chose de nouveau, la spiritualité orientale. Et surtout un élément dont nous avons besoin en France, la non-violence, le Ahimsa de Gandhi. Peut-être aussi est-ce une raison pour laquelle nous entendons très peu parler de ces communautés, que vous allez voir, communautés indiennes, bhoutanaises, laotiennes, khmères. Hinduism is called in Sanskrit Sanatana Dharma. That means Dharma, we can say it is the law, and Sanatana is eternal. So, who is a Hindu? A Hindu is not an Indian, we can say, but anyone who is searching for the eternal law. And that Sanatana Dharma, though it is born in India and followed by billions of Indians, we can say, called Hindus, but as any other religion, though there is a background of geographical and historical background, but it is in essence, its essence is universal. That's why Hinduism is just like yoga, we can say. You don't have to be Indian to be Hindu. But we know that there is a cultural background also in Hinduism. Till now, Hinduism is mainly based on Indian culture. Maybe later on, just like Buddhism, we will have a Western type of Hinduism, maybe, because we have to plan for the future. Hinduism is universal in its teaching. For example, one simple mantra, Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya, means Om from the non-real brings me to the real. From the darkness, bring me to light. And from death, bring me to immortality. So we can see that in this essence of Hinduism, which we can call Vedanta, there is no cultural background, but it is universal. And many texts are like this, especially texts based on Vedas, on Upanishads mainly, they are universal. Though the form of worship till now, it is mainly based on Indian culture. Quand j'avais 15 ans, je suis venue ici. Et pourquoi vous êtes venu en France? Parce que mes parents sont ici. Moi, je suis intéressée pour apprendre les différentes cultures en fait, parce qu'au Bhoutan et ici c'est très différent, donc pour moi aussi ça apprend pour différentes cultures et puis traditionnelles tout. Au Bhoutan, on habite dans une famille, tous les cousins, cousines, tantes, oncles, mais ici ils habitent en fait différemment. Séparément? Oui, séparément, oui. On n'est pas les mêmes pensées, tout, donc on est différemment pour les pensées intérieures, tout. Donc moi j'ai appris parce que chez nous, quand on est bouddhiste, mais on tue pas les animaux, non, on tue pas des animaux ou des mouches. Ça, moi, quand je vois les gens qui tuent comme ça, moi je leur dis, il faut pas tuer. Et puis ils disent, c'est rien ça. Et puis il dit, mais pour moi c'est important pour moi, c'est comment on dit, il faut avoir, moi j'ai les compassions pour mais donc c'est. Pour les insectes par exemple? Oui, mais pour eux c'est rien du tout. Donc ils voient, oh c'est rien. Et puis leur religion, il a dit, on tue les animaux, mais c'est pas grave tout. Oui. Mais tout le monde ne fait pas. Mais moi j'ai vu quelques-uns que je connais, donc qui tuaient, donc j'ai pensé que c'est vraiment différent que je pense. Moi avant j'ai pensé qu'on est tous pareils, mais quand même on a différents pensées. Oui. Donc c'est un petit exemple, oui. Non, c'est un bon exemple. Dès qu'on est à l'âge de 5 ans ou 4 ans, on pratique, parce que les parents ils pratiquent tous les jours.
Et puis donc les enfants le suivent en fait. Méditation, oui, moi j'ai fait le matin et puis de temps en temps les soirs aussi. J'ai fait prosternation. Oui. Oui, pour quand... Ça c'est le premier chemin pour faire la Dzogchen en fait, oui. Combien? 10 000 on m'a dit. Oui, 10 000, non, 11 100. 11 100. 100, oui. Vous l'avez fait ça? Oui, j'ai fini 10 000, oui. D'accord. Oui. Oui, je n'ai pas pratiqué en fait tous les jours, mais je ne peux pas parce que quand même je pratique tous les matins et tous les soirs. Quand j'avais 5 ans, à partir de 5 ans, oui. Donc maintenant je pratique plus, mais avant, quand j'étais petite, je ne sais pas comment il faut pratiquer, donc juste les mantras, c'est tout. Parce que les parents on demande, puis les parents nous disent pour faire ça, les mantras, des challenges ou des choses, donc on fait ça. Des choses à répéter. Oui, répéter, mais on ne sait pas, mais on fait comme ça, pratique. Sans connaître, mais maintenant on sait qu'est-ce qu'on dit, tout ça. Je suis beaucoup de chance parce que moi je suis tombée sur des parents qui pratiquent beaucoup. Donc ça dépend parce que au Bhoutan, les gens, comme les parents aussi pratiquent moi et puis moi je vois mes parents comment ils pratiquent tout, donc et puis moi j'ai envie aussi pour faire. Je m'appelle Chantavari et je suis mère de 3 enfants âgés de 25 ans, 24 et 11 ans et demi. Ils parlent avec l'accent français, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils sont nés en France. Son Vénérable est arrivé en France en avril 1977. Quand il partait en tant que réfugié. Il était trop jeune pour avoir la charge d'une pagode. Il venait juste de terminer ses études de Dhamma. Quand on est arrivé en France, c'est vrai que c'était le 8 mai 1975, c'était très très dur. C'est-à-dire à cette époque, mon père était quelqu'un de très important au Laos et c'était l'ennemi du régime actuel, donc on était obligé de partir. On était obligé de partir, sinon ce sera la mort. Ce sera la mort. Quand il arrivait, il pensait poursuivre ses études. Quand les événements du Laos ont changé, la plupart des réfugiés qui arrivaient en France n'ont pas de lieu de culte. Ils ont demandé à son Vénérable de rester et de créer une pagode, un lieu de culte. J'ai appris dans une école française quand j'étais au Laos. Bon, bien sûr, c'était la base. Bon, c'est vrai que j'ai toujours voulu arriver en France et c'était j'ai réalisé mon vœu, oui, mon rêve. Au début, on avait fait notre lieu de culte dans un appartement qui était trop petit. De l'appartement, on était parti dans un pavillon. Et le pavillon devenait très petit et puis on n'arrivait pas à se garer parce que le pavillon était dans un centre, au centre d'une ville. En venant ici, nous pensions avoir plus de place. Et le comble, c'est qu'ici, on ne peut pas agrandir parce que nous sommes dans une zone agricole. Actuellement, sous les ordres de son grand vénérable, ils sont 3 bonzes. Ils sont de temps en temps un peu à droite et à gauche parce qu'on n'a pas assez de bonzes en France pour pouvoir, qui restent en permanence dans une pagode. Donc ils viennent pour apprendre le Dhamma et puis après ils vont un peu à droite, un peu à gauche pour pouvoir enseigner. Ceux qui sont actuellement ici sont justement en train d'étudier pour pouvoir partir un jour. Le seul qui est en permanent ici, c'est son Vénérable.
Pour lui, les échanges vont être très difficiles. Politiquement parlant, le Laos ne vont pas laisser les bons partir du pays. Et nous, comment faire pour les accueillir au point de vue hébergement et au point de vue politique? Parce que, soi-disant que la religion n'a pas de frontières, mais il y a toujours la barrière de la politique qui sépare. J'avoue franchement, jamais je suis retournée depuis 1975. Mais je regarde quand même les émissions, je regarde beaucoup de reportages. Et il y a aussi des amis qui y sont allés. Et c'est vrai qu'on apprend quand même pas mal de choses sur le Laos. Il y a quand même le renouvellement de certaines choses. Il compte actuellement, sur la nouvelle génération, sur la foi. Et le vœu que peuvent faire les jeunes. Parce que pour lui, ce n'est pas évident du tout qu'un jeune dans un pays si développé que la France puisse faire un vœu et des sacrifices aussi hauts, comme pour pouvoir faire prêtre, par exemple. Les jeunes, que ce soit européens, sont quand même difficile à décider. Pour nous, ce sera pareil. Mais il espère, par son enseignement et son expérience, pouvoir récupérer quelques-uns. Il y a un problème de transmission de la religion aux enfants. C'est vrai qu'on a des enfants qui sont, la plupart maintenant, sont eurasiens. Et il y a un problème de double culture. Donc on se pose quand même énormément de problèmes. Comment on va pouvoir inciter tous ces jeunes, tous ces enfants à venir et puis à s'intégrer dans cette religion-là. On essaye de transmettre au moins cet art culinaire qui est depuis des siècles. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier quelque part. C'est notre souche de là-bas. Il faut au moins s'accrocher à quelque chose parce que sinon on perd tout. On perd tout. Déjà, s'ils ne parlent pas notre langue, au moins il y a quelque chose qui appartient à notre pays. Hommage à lui le bienheureux. Hommage à lui le bienheureux. Le très saint. Le parfaitement éveillé. En vérité, Sankha. Nos offrandes de nourriture. Qui sont exposées ici. Proviennent de nos moyens. L'existence juste.